Vous écoutez le premier épisode de Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à toutes, salut à tous, vraiment ravi de vous accueillir pour cette première de Fartlek, le tout nouveau podcast proposé par Belgium Running. Alors durant cette émission, on va essayer chaque fois de vous partager notre passion de la course à pied sous toutes ses formes, en vous proposant chaque fois des contenus qui vous concernent, qui nous concernent en tant que pratiquants. Ce sera en tout cas notre objectif. Alors pour cette première, nous avons la chance d'accueillir Chloé Herbier. Salut Bonjour Chloé. Thibaut. Alors avec toi aujourd'hui, on va parler de marathon et plus spécifiquement de la gestion de son marathon le jour de sa course. T'es d'accord ? Ça marche. Alors, si besoin en est, je rappelle que tu as fait des fameuses performances ces derniers temps et que tu as notamment fait un chrono de 2h24,56 à Séville en début d'année, ce qui t'a permis d'aller chercher ta qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. Félicitations. C'est exact. Merci Thibaut. Alors, merci pour ta dispo, ravi de t'accueillir ici et je te propose de partir directement avec la première partie de ce podcast. On va passer à l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement. Avant de partir courir. Alors Chloé, tu as 2 marathons à ton actif, à seulement 25 ans, ce qui est déjà pas mal je pense. Tu as réalisé un premier chrono de 2h27,53 à Rotterdam fin d'année 2023, c'est correct ? Oui, c'est ça. Puis tu as fait cette performance stratosphérique à Séville. On peut dire que tu n'as pas loupé tes débuts avec la distance. C'est vrai, premier marathon à 24 ans et puis le deuxième à 25 ans. Ouais. Donc c'est vrai que c'est jeune pour la distance. Et le premier marathon en octobre, c'était la première expérience, donc c'était une découverte. J'en suis tombée amoureuse et j'ai renoué cet amour pour le marathon lors du marathon de Séville. Ok, si on rebobine un peu le fil, je pense qu'il y a 1 an, tu courais à peine ton premier semi-marathon. Tu as couru, je pense, à Lille, puis à Copenhague. C'est ça, ouais. Tu en as parcouru du chemin en 12 mois de cette première expérience sur semi-marathon aux Jeux Olympiques à Paris l'été prochain. Tu osais rêver un pareil bond en avant il y a 12 mois de ça ? Non, il y a 1 an, je pensais pas en arriver là aujourd'hui. Donc on avait dit, en sortant de la saison cross, on va essayer un premier semi-marathon, voir un petit peu. Et je me rappelle à l'époque, avec mon coach, c'est là où je venais de signer avec ma manager. Elle avait dit, tu espères quoi pour Chloé sur la distance ? Bah écoute, les minima sont à 2h26, donc si on fait 1h13 sur semi, on sera content, ça sera déjà une bonne étape. Et j'avais fait un peu mieux, je pense que j'avais fait 1h12 et quelque chose. Donc c'était de bon augure, mais il fallait faire le double de la distance pour aller chercher les minima. Donc entre le semi-marathon à Lille où on réalise pile la moitié des minima et aujourd'hui où je fais 2h24,56, il y a énormément d'acquis et il y a une grosse marche. Ouais. Ouais, et entre-temps, tu as fait 1h11 1h11,20, c'est ça. À Copenhague. Hein, ouais. Après Copenhague, c'était seulement mon 2e semi-marathon. Et c'était plus dans la prépa du premier marathon. Donc, il n'y avait pas cette notion de diminuer un peu pour se sentir un peu plus frais sur la course. C'était vraiment un semi-marathon pour préparer le marathon. Ok. Donc, aujourd'hui, ton objectif premier, il est réalisé. Tu vas aller à Paris. C'est ça, oui. Sur marathon. Avec quelle envie tu vas à Paris ? C'est prendre part à cet énorme événement ou alors maintenant, tu vas aller encore plus loin et tu as des objectifs déjà concrets pour Paris ? Non, je pense que l'objectif c'était d'y être et c'était déjà un gros objectif. Il faut savoir que moi, il y a 1 an, j'y pensais pas du tout. Il y a 1 an, je pense que je montais sur mes premières marches de podiums nationaux, même pas à la première marche, mais plutôt à la 3e place ou à la 2e place. Donc j'ai d'abord acquis mes premiers podiums nationaux et j'ai des championnats d'Europe, ma première sélection qui va arriver. Donc les Jeux Olympiques, c'était un rêve. Et y être, c'est déjà incroyable. Donc maintenant, ça va être juste profiter de l'occasion d'y être, profiter de la course, mais arriver quand même fraîche, prête, parce que si on arrive prêt, on prend plus de plaisir que si on arrive en se disant oh, « je me sens pas prête, il y a le marathon » et il faut cette confiance pour profiter de la course, ça va ensemble. Tu viens de dire prendre du plaisir, ce sera l'objectif premier à Paris ? Oui, c'est ça, Ouais, prendre du plaisir et profiter de cette occasion qui s'offre à moi et de me dire aussi que j'y ai ma place parce que j'ai pas réalisé juste les minima qui sont à 2h26,50. J'ai réalisé quand même 2 minutes sous les minima. Ouais. Donc, c'est de me dire j'ai ma place et montrer de ce que je suis capable de faire
y aller avec toutes ces valises derrière. Mais c'est la récompense quelque part. Tu le vois comme une récompense d'une année dingue. C'est plus l'acquisition de toute cette aventure à laquelle j'ai pris part. C'est la cerise sur le gâteau, mais sans stress parce que y être, c'est déjà génial, quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre ou pas, mais vu ta progression des 12, des 24 derrière moi, est-ce que tu te fixes des limites? Est-ce que ton coach peut te dire parfois tu es capable d'aller encore plus loin? Est-ce que tu te projettes là-dedans ou c'est des choses dans lesquelles tu ne veux pas t'aventurer? Moi, j'aime bien me fixer des objectifs, mais plutôt à court terme. J'aime pas voir trop loin. Maintenant, je me dis que j'ai quand même réalisé en 2 marathons, donc en l'espace de 4 mois, je pense, de octobre à février, j'ai battu mon record de 3 minutes. Donc je me dis que j'ai encore une marge de progression devant moi. On reparlera peut-être un peu plus tard de la course, mais je me sentais très bien durant ma course. Donc tout ça, c'est des bonnes augures pour la suite. Donc oui, c'est que du plaisir, mais je me projette pas super loin non plus, mais je pense que j'ai encore une marge de progression devant moi. Ok, on a un petit peu parlé de ton actu, on te connaît un petit peu mieux. Je te propose de passer à la suite dans la seconde partie de ce podcast dédié au marathon. Okay. Donc je te propose de passer comme chaque fois aux intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors Chloé, tu as disputé, comme j'ai dit, 2 marathons jusqu'à présent. Chaque fois, ils se sont passés comme prévu, même mieux. Tu sembles pas connaître ce fameux mur de marathon que bien des coureurs connaissent. Toi, je sais pas si tu l'as touché ou pas, mais est-ce que tu as une recette miracle finalement pour pouvoir gérer son marathon correctement que tu pourrais nous partager? Je pense que dans mes jeunes, j'ai une endurance de base et j'ai l'habitude de travailler avec la fatigue. C'est-à-dire que comme avant, je travaillais à temps plein dans mon métier de sage-femme, j'arrivais déjà à l'entraînement fatiguée et que je faisais quand même mes séances. Et je pense que ça m'a quand même beaucoup aidée parce que dans une prépa marathon, le corps est souvent fatigué. Et pour ma première prépa marathon, donc j'avais déjà commencé à stopper le boulot. Donc j'avais pas la fatigue du travail en plus, mais je pouvais doubler mes entraînements. Donc je pense que ça a fait beaucoup déjà dans la notion d'entraînement, d'augmenter le volume, d'augmenter cette résistance, la capacité du corps à résister à autant de charges parce que je l'avais déjà avec ma charge de travail. Maintenant, c'est quelque chose qui s'apprend. Plus on va courir de kilomètres, plus le corps va s'habituer. Plus on court, plus on a facile de faire des petits footings qui nous semblent... maintenant, 10 km, moi, ça me semble très court par rapport à avant où 12 km, c'était déjà un bon footing. Quoi. Et tu as quand même parlé de génétique. Est-ce que pour ne pas prendre le mur après le 30e kilomètre, tu penses qu'il y a une part de génétique? Je sais pas trop si on peut dire que du travail. Ça. Je pense que tout le monde peut passer le mur s'il s'y prépare bien. Pour moi, le mur, il y a plusieurs façons de le prendre. Soit une fatigue musculaire, soit un déficit plutôt au niveau énergétique, ou alors on n'est pas prêt tout simplement. J'ai pas vraiment eu le mur au 30e, comme tout le monde parle du mur au 30e, mais pour mon premier marathon, j'ai quand même senti plutôt au 37e qu'il y avait un déficit au niveau énergétique. Moi, j'ai pas pu me ravitailler pour mon premier marathon parce que c'était un problème d'organisation. J'avais accroché mes gels à mes gourdes et mes gels sont tombés, ils ne les ont pas raccrochés. Donc, je me suis pas alimentée du tout pendant mon premier marathon. J'avais juste mes boissons où je buvais 2-3 gorgées tous les 5 km, mais pas grand-chose non plus. Donc, je pense que j'ai plus eu ce mur de déficience énergétique au 37e et aussi une fatigue musculaire. Mais tout ça s'apprend pendant l'entraînement. Je pense que au fur et à mesure... Il y a eu un petit peu de fatigue quand même, c'est ça, rassures, oui, quoi. oui. Pour mon premier marathon, je ne l'ai pas senti au 30e, mais je l'ai senti au 37e. Ok. Ici, on parle de la gestion du marathon, le jour de la course. Est-ce que pour toi, tout se construit en amont de la course, donc tout vient d'un bon entraînement, bien réussi, bien effectué, ou alors la partie gestion de course est tout aussi importante, voire plus importante que l'entraînement? Comment tu vois les choses? Les deux sont très importants, je pense, parce que ça reste le marathon. Donc, quoi qu'il arrive, même si on est prêt, même si la préparation s'est super bien passée avant, le jour du marathon, on peut avoir un couac, que ce soit au niveau des ravitaillements, au niveau mauvaise digestion. On peut être malade le jour avant, on peut se sentir pas bien au niveau avoir une crampe, avoir quelque chose au niveau musculaire. Mais maintenant, si la prépa était bonne, on arrive sur le marathon avec toutes ces armes. C'est-à-dire que dans l'allure, si on est prêt avant,
ben, le travail il a été fait et on est confiant dans l'allure. Moi, à chaque fois, je me suis sentie très bien dans l'allure parce que j'avais travaillé bien ça en amont. Mais j'avais toujours cette peur de me dire, il peut m'arriver quelque chose, même si je suis prête, il peut toujours arriver quelque chose au niveau des ravitaillements, au niveau musculaire. Donc ça reste un format particulier. On C'est peut être prêt dans la forme de sa vie et foirer son marathon. Exactement, ça reste possible. Maintenant, oui, c'est ça. C'est pas sur les mêmes facteurs, je dirais. On va pas foirer son marathon si on est bien prêt dans l'allure. Et si on respecte cette gestion de l'effort, de partir dans ses allures et de ne pas se griller, de ne pas partir trop vite. Je pense qu'au niveau de l'allure, si on a fait le bon travail en amont, le jour de la course, qu'on est prudent, qu'on part sur des bonnes bases, sur les bases qu'on s'était fixées, on ne va pas se foirer dans l'allure. Par contre, on peut avoir des surprises plutôt au niveau de l'alimentation. Oui. Justement, tu parles de l'allure, il y a différentes choses, différents points sur lesquels on peut insister dans la gestion d'un marathon. Et justement, l'allure, comment, avant un marathon, on définit cette allure ? Je suppose que quand tu pars, tu as des chronos de temps de passage, tu sais à quelle allure tu vas courir. Comment tu définis cette allure ? Donc, ça, c'est plus le coach qui une qui allure m'aide, qui, je pense, dans ton cas, c'est 3,26 pour 3,26 mon... et donc pour donner en vitesse, ça parle parfois plus aux gens. C'était 17,5 Oui, c'est ça, sur 42 km. Donc voilà. J'ai de la chance d'avoir un coach qui gère assez bien au niveau Donc tu t'en des occupes allures, pas, c'est qui ton me coach qui connecte te met un très plan de bien. travail, quoi. C'est ça. Moi, j'ai tendance à aller un peu plus vite sur mes séances. Maintenant, on a des séances spécifiques marathon. Et c'est dans ces séances spécifiques marathon qu'on va travailler l'allure marathon. Alors, en début de prépa, on découpe les portions plus, par exemple, sur des 7 fois 2000. Et puis, on augmente progressivement à faire 6 km, 3 km, 6 km, 3 km. On va faire du 8 km, 3 fois 4 km. Et pour finir sur des séances beaucoup plus... découpés un peu plus large, c'est-à-dire un 3 x 7 km ou un 3 x 8 km qui là vont travailler l'allure vraiment spécifique marathon. Et si on arrive à gérer notre allure marathon sur ces séances-là, normalement c'est de bon augure pour le marathon. Il y a aussi, beaucoup de personnes font ça, de faire un semi 3 semaines voire 4 semaines avant son marathon. Soit on le court quand même un peu plus vite que l'allure marathon, soit on le court vraiment à allure marathon, et ça c'est aussi un bon indicateur pour gérer son allure marathon. Okay. Et pour bien comprendre comment ça se passe à l'entraînement, est-ce que cette allure marathon que tu auras définie, est-ce que tu la cours souvent finalement ? Est-ce que tu travailles des dizaines de kilomètres par semaine à cette allure-là, ou tu tournes autour ? Non, nous on tourne plutôt autour, donc on va travailler sur des portions plus longues, un peu plus lent, avec des portions où on intègre des kilomètres un peu plus rapides. On aime beaucoup faire des kilomètres un peu plus lents qu'allure marathon, alterner avec des kilomètres un peu plus rapides qu'allure marathon, plutôt que de faire que des kilomètres marathon, parce que ça permet de gérer l'allure, de rentrer un peu plus dans le dur, puis revenir un peu plus en aisance, parce qu'un marathon au final c'est ça aussi, c'est des portions qui sont plus dures que d'autres en fonction... là, on va retrouver des parcours quand même plats, parce qu'on va pas s'aventurer dans des parcours avec du dénivelé, mais par exemple pour le marathon de Paris, là, ce sera autrement, et faire des kilomètres alternés, ça permet vraiment de gérer un peu plus cet effort. Ok. Et cette allure, c'est une 3,26, tu m'as dit ? Oui. C'est une allure à laquelle tu te sens, pour qu'on comprenne aussi, c'est une allure à laquelle tu te sens à l'aise ? Ou c'est déjà une allure à haute intensité pour toi, et quand tu travailles à l'entraînement, psychologiquement, c'est pas évident d'aller à cette allure-là, ou c'est quelque chose que finalement c'est presque un footing ? En fait, c'est drôle parce que je vais dire que j'ai fait mon allure marathon à 3,26 et je me sentais très bien. Ouais. Mais je sais que là, si on me demande de refaire un 5 km en 3,26, je vais me dire ah ouais, c'est pas de la rigolade, alors que j'ai tenu un mois avant 42 km à cette allure-là. Donc ça dépend des moments en fait. C'est en début de prépa marathon, ça nous semble impossible de faire 8 fois 2000 allure marathon, ça nous semble déjà dur. Okay. Et puis après 3 fois 8 km allure marathon, on se dit ouais non, là je vole, ça va aller. Donc sur une prépa, on peut passer par plusieurs sensations, de se dire il y a encore du travail à faire, ou de se dire aussi non, ça va le faire, je me sens très bien dans ce rythme-là. Donc plus on va la travailler, plus ça va devenir une aisance, et c'est le but recherché. Donc, et le jour de la course, le jour de la course, est-ce que quand tu cours à allure marathon, est-ce que c'est un effort relativement doux qui devient difficile sur la durée, ou c'est un effort qui est déjà violent après 10 km et tu serres les dents pour le tenir jusqu'au bout ? Comment tu sens les choses ? Personnellement, et je souhaite que ce soit
pour tout le monde le cas. Moi, je me sens très bien dans l'allure. C'est pas dur de gérer l'allure quand on a préparé ce rythme-là et qu'on est prêt, qu'on a des semaines de travail derrière. Sur le marathon, l'allure n'est pas un problème du tout. L'allure n'est pas un souci quand même. C'est plus musculaire peut-être. C'est plus d'efficience au niveau énergétique et au niveau des muscles. Au niveau du mental, c'est une course au mental, on pourra aussi en parler. On va en parler après. Mais l'allure, pour moi, n'est pas un problème. Quand on l'a travaillé, l'allure, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le marathon. Okay. On doit être en aisance, je pense, le 3/4 du marathon. Donc, il ne faut pas courir un marathon en passant au 15e kilomètre en étant déjà dans le rouge. Non, pas du tout. C'est pas la bonne idée, je pense. C'est pas la bonne idée. Au 10e, on doit se dire... ok, ça va être long, mais c'est plus au niveau du mental que c'est une épreuve. C'est pas tellement au niveau de l'allure. Si on se fait confiance, on passe au semi, on est en aisance. Ouais, ok, justement, tu parles du mental. Comment toi, tu vois l'effort du marathon? Est-ce que finalement, 2h30, un petit peu moins même, ça passe relativement vite dans ta tête et tu sais un bloc? Ou alors, c'est un effort tellement long que tu le découpes en plusieurs parties et tu te fixes des objectifs intermédiaires? Comment tu fais au niveau mental? Non, c'est quand même un effort long, donc je pense qu'il faut le découper. Moi, personnellement, je le découpe. Je les découpe pas trop tôt non plus parce que sinon, c'est encore plus dur mentalement. On va pas regarder la montre qui bip tous les 10 km. Il faut enlever les autolaps ou ne pas les regarder. Si on a la chance d'avoir un lièvre, c'est facile. On fait confiance à notre lièvre. Nous, on regarde on fait un petit check personnellement aux 10 km, j'aime bien. Puis j'aime bien avoir mon allure au semi parce que c'est une bonne référence. Et puis je regarde pas trop le chrono, mais je me dis, allez, on va voir ce qui se passe au 30e parce qu'on parle souvent du mur du 30e. Donc j'attends le 30e et je me dis, est-ce que je suis passée dans le mur ou pas? Non, tout se passe bien. Tu regardes pas ton chrono avant le 30e? Je regarde le chrono au semi, au 10, parce que j'ai des références que ça me parle. Un chrono au 10 km, ça me parle. Un chrono au semi, ça me parle aussi. Mais un chrono au 30e, au 35e, ça me parle pas vraiment. Donc, après le semi, je dois dire que je regarde pas le chrono. Et c'est plus une notion de sensation, de me dire comment est-ce que je vais être au 30e, comment est-ce que je vais être au 35e. Et puis, après, quand il reste du 35 au 42, ça fait que diminuer et je me sens de mieux en mieux. Donc tu vérifies pas ta montre tous les 500 mètres pour voir si tu as la bonne allure? Vraiment pas. Mais parce que j'ai la chance d'avoir un lièvre, que ce soit Thomas sur le premier marathon jusqu'au 30e, sur le deuxième jusqu'au 23, et puis après j'ai eu un autre lièvre, Pierre Donnet, jusqu'au 32e. Je fais confiance à mon lièvre, je sais que si je le suis, je suis dans le bon. Et je vais pas regarder moi mon chrono, juste au semi parce que ça me motive. Là j'ai vu que j'étais passée un peu plus vite que prévu, donc c'était motivant et ça me rassure aussi. Mais après, je fais confiance au lièvre et c'est plus découpé au niveau des sensations. Et quand tu cours comme ça derrière ton lièvre, à quoi tu penses? Tu te mets dans une bulle, tu penses à rien et tu te concentres sur ta course? Ou finalement, sur un marathon, comme l'effort est long, on a le temps de penser à la famille, aux objectifs, à Paris? Non, on a le temps de penser. Et en plus, sur un marathon, ce qui est bien, c'est qu'il y a du monde autour. On est dans des petits pelotons. Le départ, d'abord, on essaye il y a souvent des chutes parce qu'il y a du monde, ça pousse. Donc, on essaye d'être prudent, de pas se faire trop bousculer, de trouver le bon groupe avec qui courir. Donc, tout ça, ça fait passer déjà un peu la course. Puis, une fois qu'on a trouvé son bon groupe, on regarde un petit peu comment ça se passe autour de nous. Il y a des filles avec nous, notamment sur mon deuxième marathon, j'avais 2 Françaises. J'ai vu Anaïs Kemener qui est quand même pas mal connue en France sur les podcasts tout ça, donc je me disais c'est cool, j'ai l'habitude de l'écouter sur podcast, là je peux courir avec. Puis il y a les ravitaux qui font passer aussi un peu le temps. On se concentre avant de prendre un ravito, pendant qu'on prend le ravito et après le ravito pour bien le digérer. Donc c'est plus des petites étapes qui font que la course se découpe et qui font que la course passe assez rapidement aussi. Et entre ces périodes-là, dans des périodes un peu plus longues entre 2 marathons, on a le temps de penser, de se faire confiance, de se dire, voilà, tu te rappelles, tu as fait cette séance-là il y a 2 semaines, ça s'est bien passé. Tu as fait cette séance-là il y a 3 mois, il y a 1 mois, fais-toi confiance, tu connais tes allures et on a le temps de vivre la course. Tu t'amuses pendant le marathon? Est-ce qu'il y a une notion de plaisir? C'est ça ma question. Ou alors le plaisir, il est à l'arrivée quand le chrono est là? Ou pendant le marathon, tu as un plaisir à être dans l'effort? Non, j'adore prendre du plaisir en course et je pense que c'est pour ça que j'aime bien me préparer et c'est pour ça que j'aime bien arriver prête et en course pour pouvoir prendre cette notion de plaisir, parce que quand on subit la course pendant toute la course, c'est horrible et on veut pas recommencer. Donc si j'ai accepté de recommencer à 4 mois d'intervalle un deuxième marathon, c'est parce que j'avais déjà pris du plaisir pour le premier.
Pour le deuxième, j'avais aussi énormément de plaisir, même s'il y a cette notion de stress, mais il y a moyen de transformer ce stress justement en positif. Et donc, c'est du plaisir de se dire, allez, on va y arriver. Et quand on y arrive, oui, c'est encore plus de plaisir. Ok. On en a parlé tantôt brièvement, tu en as touché un mot. Une fois qu'on arrive vers les derniers kilomètres, il y a tout l'aspect musculaire, l'aspect musculaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement en tant que marathonienne pour justement ne pas aller taper ce mur que beaucoup connaissent? Donc, avant de me lancer sur mon premier marathon, je ne faisais pas du tout de renforcement musculaire. Tout simplement par manque de temps. Je ne voulais pas switcher un entraînement course à pied pour un entraînement en muscu. Donc, pour nous, c'était important avec mon coach, cette notion de fatigue musculaire qu'il fallait travailler pour un premier marathon. Donc, on a plus fait de la prévention musculaire et un peu de renforcement musculaire, mais ce n'est pas non plus la muscu qu'un coureur de 800, de 1500 va aller chercher. Non, mais pour tenir les derniers kilomètres, c'est pas un élément qui est indispensable? Si, pour moi, c'est indispensable. Et si j'ai une marge de progression, c'est notamment encore sur ce renforcement musculaire, parce que les muscles ont besoin d'être habitués à une fatigue et une charge d'entraînement. Mais on peut la faire en faisant plus de kilomètres aussi, parce que plus on passe de temps sur ses jambes, plus on a l'habitude d'avoir cette fatigue musculaire. Mais ça peut se faire aussi par du renfort. Je pense que ça doit aussi passer par là. Ouais. Mais tu considères tout le travail de renforcement musculaire comme un indispensable pour les gens qui vont débuter sur la distance, qui n'ont jamais fait un marathon. Et donc, généralement, on ne court pas les 42 km à l'entraînement. Donc, il y a toujours cette part d'inconnu. Est-ce que c'est un bon conseil que d'aller un peu travailler spécifiquement cette partie-là? C'est un bon conseil s'ils ont le temps. Maintenant, je pense que c'est plus important d'ajouter un footing que de supprimer un footing pour aller faire un renforcement musculaire. Donc, si on a le temps de tout faire, c'est un plus, j'en suis persuadée. Mais si on est un peu limité dans le temps, moi, je pense que c'est mieux de passer le temps dans un footing en plus dans les jambes, parce que ça fait partie aussi de la fatigue musculaire. Ouais. Sur marathon, le jour de la course, il y a aussi un truc qui est indispensable, tout l'aspect nutritionnel. Toi, tu fonctionnes comment à ce niveau-là? T'as déjà pu en 2 marathons trouver le bon mode d'emploi? Ça a été un stress de tester tout ça. Je pense que c'est très très important de tester ça bien en amont. J'ai eu deux expériences maintenant. Donc la première prépa marathon, j'ai eu difficile de tester des gels. Je me sentais pas bien à chaque fois que je prenais un gel. Donc je croisais les doigts pour que dans mon premier marathon, j'aie pas de pépins à ce niveau-là et que je sache prendre des gels. Finalement, dans mes dernières semaines, j'étais assez confiante parce que j'avais su prendre 1 ou 2 gels pendant mes deux dernières longues sorties. Finalement, sur le marathon, pas volontairement, j'ai eu aucun gel dû au problème de l'organisation qui avait perdu mes gels. Donc j'ai fait sans gel, je m'en suis sortie, même si j'ai senti... Sans substitut, t'as pas eu... Sans rien du tout, non. J'avais mes gourdes avec un peu de glucides dedans que je buvais 2-3 gorgées tous les 5 km. Mais je pense que même si j'avais rien eu, c'était pas les 2-3 gorgées qui m'ont aidée, quoi. Mais j'ai ressenti un petit peu une petite chute de glycémie, on va dire au 37e. Mais je m'en suis sortie parce que je pense que j'avais déjà l'habitude de travailler dans mes réserves. Mais c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi à l'entraînement. Aller courir à jeun le matin, ça peut aider aussi. Et faut s'entraîner au niveau des ravitaux. Pour le deuxième marathon, j'ai trouvé Morten. Tout le monde connaît maintenant, tout le monde sait que c'est un produit sur lequel on peut se fier parce que beaucoup de gens l'utilisent. C'est un produit neutre, c'est un produit qui est plus facile à digérer, je pense, parce que c'est une consistance aussi moins liquide et plus en aspect de gel, gélatineux, on va dire. Voilà, c'est ça. Et j'ai testé Morten sur mon deuxième marathon et j'ai su prendre un gel au semi et un demi-gel après, donc oui, ça a été mieux. Les petits trucs et astuces également, avant la course, au petit déjeuner, comment ça se passe? Tu laisses combien de temps avant moi, je mange... entre le petit déjeuner et le départ? Moi, je mange assez léger, donc je peux me permettre 3 heures. On conseille souvent 4 heures. Moi, la banane, elle passe très bien. Je mange une banane avant. Une banane et le marathon est fait? Ouais, franchement, ouais, ça passe bien. Ouais. Non,
faut vraiment prendre chacun son expérience. Oui, c'est important que chacun... Moi aussi, j'ai sa propre écouté expérience. plein de podcasts. Il y en a qui disent ci, il y en a qui disent cela. Mais je pense qu'il faut tester soi-même ce qui nous convient à nous. On est très différents pour ça. On a un corps qui réagit très différemment. Pareil pour les 3-4 jours avant la course, le régime hypoglycémique ou pas. Je pense que chacun va trouver son confort à lui qui lui convient. Ouais, donc si on t'écoute, une banane au déjeuner et pas de gel durant le marathon et on fait 2h30 à l'arrivée. C'est presque ça la recette miracle. C'est parfait. Ouais. Il en faut un petit peu plus pour certains Oui, autres. non, ça dépend vraiment. Ok. En tout cas, merci. On y voit un petit peu plus clair sur ta façon dont tu gères ton marathon. Je te propose, dans la dernière partie de ce podcast, le retour au calme, de discuter de tout ce qui se passe en amont du jour du marathon, donc tout ce qui concerne ta préparation. Le retour au calme. Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Je pense qu'on pourrait en faire un épisode entier, hein, de tout ce qui se passe avant le marathon, l'entraînement, la planification, les semaines de travail. Mais on n'imagine pas toujours ce qui se passe, tout l'investissement que ça demande, tout le volume d'entraînement. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, quelle était une semaine type pour toi dans les phases les plus intensives de la préparation de ton dernier marathon? C'était quoi, par exemple? En kilomètres. En kilomètres, donc pour ma première prépa marathon, je suis montée maximum à 165 km parce qu'il fallait toujours être progressif pour ne pas se blesser. Dans ma deuxième prépa marathon, je suis montée à 185 km, donc il y a eu quand même une belle progression à ce niveau-là entre les deux marathons. Et pour ton troisième, tu ne sais pas encore? Non, ça on ne sait pas encore, mais on verra, mais ce sera différent vu le dénivelé du marathon, mais on verra en fonction de la saison et comment je récupère aussi des Europes et tout ça. Ça veut dire courir tous les jours avec un Mais ça veut dire courir tous les jours, 2 fois par jour. On va prendre une semaine typique. Il y aura des jours avec 2 footings faciles. Il y aura des jours avec un entraînement spécifique marathon un peu plus long. Si je prends le dernier entraînement, c'était par exemple 3 fois 8 km. Donc ça, c'est quand même pas mal de volume. Et sur l'après-midi, on va refaire juste un petit footing de récup. Il y aura une longue sortie, bien sûr. Ma plus longue sortie pour mon deuxième marathon, c'était 37 km. Pour le premier, j'étais montée seulement à 35, ce qui était déjà pas mal. Il y aura une séance piste un peu plus rapide où on va plus toucher de l'allure 10 000 vers même finir à allure 3 000. Pour garder une notion quand même d'allure un peu plus rapide. Et puis le reste, c'est que des footings avec une fois de la renfort musculaire et une fois des footings avec des petites accélérations et voilà. Donc beaucoup d'endurance au final. Beaucoup d'endurance, oui. Et est-ce que là, on en a parlé tantôt, mais est-ce que en courant tous les jours comme ça et en accumulant les kilomètres, est-ce que la notion de plaisir, elle est là aussi au quotidien? Parce qu'il faut borner, il faut sortir, et qu'il fasse mauvais, qu'il fasse beau, mais tu vas souvent en stage aussi, j'imagine que ça aide, mais est-ce que cette notion de plaisir est là? Oui, elle est là. C'est ça qui me surprend et que j'adore courir, je me sens très bien quand je cours, c'est vraiment une sensation de liberté pour moi. Maintenant, c'est vrai que quand il pleut, c'est plus difficile pour sortir pour le deuxième footing, on n'a pas toujours l'envie ni la motivation, mais dans toutes les séances spécifiques et quand on sait que c'est une séance importante ou quand on sait que aujourd'hui ça va pas être facile, il va falloir s'y mettre, tout ça j'adore, c'est de l'adrénaline et c'est ça que je recherche. J'adore me dire demain j'ai ma plus longue sortie longue, j'ai mes 37 km. Moi j'ai énormément de plaisir à faire ces séances là qui sont justement plus ciblées pour le marathon. Ouais, donc tu as hâte de passer le cap des 200 km par semaine. Ce ne sera pas un souci au niveau mental pour toi. Si on te le dit, tu le fais. Si on me le dit, je le fais. Je saute dedans, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'adore ça. Maintenant, c'est pas... j'ai pu passer un stage avec Jimmy Gressier et lui-même me l'a dit, c'est pas celui qui s'entraîne le plus qui sera le plus fort, c'est celui qui s'entraîne le plus intelligemment. Donc, je ne vais pas sauter passer le cap des 200 km. C'est pour derrière avoir une blessure et devoir m'arrêter un mois. Il faut être prudent, il faut s'entraîner intelligemment et progressivement surtout. Ouais. Dernière petite chose pour conclure. Dans tous ces entraînements-là, quel est ton préféré et ton détesté? Mon préféré, c'est la longue sortie, on va dire, du dimanche. Donc celle de 35 km. Ouais. Plus c'est long, plus le plaisir est long, donc plus j'adore ça.
Et mon détesté, j'ai pas vraiment d'entraînement que je déteste. Je dirais les côtes, j'aime un peu moins, mais on n'en fait même pas régulièrement l'année. Donc, ça viendra pour Paris. Voilà, ça viendra pour Paris, donc j'aurai peut-être le temps de détester les côtes. Okay. Mais sinon, beaucoup de plaisir dans la plupart de mes entraînements. Donc le plaisir est là et c'est bien l'essentiel et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. En tout cas, merci à toi pour cet échange, c'était sympa. Merci aussi Thibaut. Merci à chacun de nous avoir suivis pour cette première de Fartlek. On espère que cela vous aura plu et on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres épisodes. D'ici là, restez connectés, restez informés sur toute l'actu du running avec Belgium Running en nous suivant sur Facebook, YouTube, Insta et sur les pages, sur les sites internet de la dernière heure les sports et de l'avenir. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt!